Fait croiser, c'est tous les jours sur Eden Télévision et Diaspora FM du lundi au vendredi. 30 minutes d'échange, de décryptage de l'actualité. Vous le savez, chaque jour nous recevons pour vous un consultant, un spécialiste qui vient décrypter, lever un coin de voile sur un pan de l'actualité. Le thème de ce numéro, quand le gouvernement enclenche le social. Peggy Dovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Valentin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous, faire croiser aujourd'hui. Et bien sûr, on va sur le terrain du social enclenché par le gouvernement. Vous savez, ce gouvernement, depuis, et bien sûr, le 6 avril, fait beaucoup de choses, mais a été franchement pris à défaut sur le plan social, parce que c'est la plus grande guerre qu'on lui faisait, pas d'action sociale, assez de déguerpissement, mais le panier de la ménagère est totalement vide. Alors, le gouvernement a entendu enclencher des actions pour quand même donner un peu de satisfaction sur ce pan. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Saturnin Rompin. Il est le directeur de publication du journal L'Autre Vision. Saturnin Rompin, bonjour. Bonjour, Peggy Ludovic Daga. Bonjour, Tranquille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un journaliste de terrain. Avant d'être directeur de publication, vous continuez en tout cas d'investiguer. Alors dites-nous, est-ce que sur le plan social, vous avez noté des actions sociales comme on le dit souvent? Oui, je crois que des actions sociales, oui. C'est vrai que depuis le 6 avril, les Béninois s'interrogent. Que se passe-t-il au juste? Est-ce que le gouvernement Talon va enfin se pencher sur l'aspect social? C'est des interrogations. Mais aujourd'hui, je crois que nous pouvons souffler un ouf de soulagement. Parce que sur le terrain, les choses sont déjà très claires. Lorsque je prends les microcrédits aux plus pauvres, la ministre du Travail, de la fonction publique, de la protection sociale, est allée sur le terrain et a lancé ce volet extrêmement important. Vous savez que l'aspect social est extrêmement important dans un gouvernement, dans une nation. Et quand nous voyons ce volet qui est les microcrédits aux plus pauvres, qui a été lancé par la ministre du Travail, comme je l'ai dit la semaine dernière, non, je crois il y a 2 semaines, ça vient pour régler un problème important. Prenez une femme. Dans le travail d'investigation, j'ai échangé avec les bonnes dames. J'ai demandé, est-ce qu'avec 10 000 francs CFA, vous pouvez réaliser quelque chose? Mais je vous assure qu'elles ont sauté. Avec 10 000 francs, la bonne dame est en mesure d'acheter de l'arachide et de faire de la bouillie au dehors et de réaliser un profit. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement passé a donné, je crois, 30 000 francs. Tout à fait, pour les francs par mois, 50 000. Mais 30 000 francs, en fait, le minimum c'est 30 000 francs. Oui, tout à fait. Mais avec ce régime, on est allé à 50 000 francs. C'est déjà un bon début. Mais avec des conditionnalités. C'est-à-dire que dès que vous avez les 50 000 francs, lorsqu'on sent que vous êtes sérieux, lorsqu'on sent que vous respectez les conditions qui sont définies, alors, et que vous réglez réellement la dette, puisque c'est un prêt, vous êtes en mesure d'aller à 100 000 francs. C'est ce qui est avantageux, même à 200 000 francs. Alors donc je crois que cet aspect, pour moi, est fondamental et c'est à l'actif du gouvernement. Et ça vient un peu à calmer les ardeurs. Mais là, sur la question, le gouvernement, à longtemps, m'avait donné l'impression carrément de ne pas se préoccuper du tout du social. Alors qu'est-ce qui, ma foi, a expliqué ce revirement, on va dire? C'est tout à fait normal. Alors, vous savez, j'ai comme l'impression que on veut vite nager dans la précipitation. Et là, il faut éviter. Le gouvernement a hérité d'un régime. Je veux partir d'un simple exemple. Moi, j'aime aller aux exemples. Vous voulez rentrer dans une maison en location. Il y a ce qu'on appelle l'état des lieux. Vous venez voir comment est-ce que la maison se comporte. Comment est-ce que la maison est. Est-ce que telle chose est en sa place. Alors donc le gouvernement avait l'obligation
de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passait par le passé? A-t-on besoin de faire un état de lieu, M. Sartounet-Rompé, lorsque vous êtes vous-même dans la maison, vous-même vous vivez dans la maison? Mais s'il s'agit du Bénin aujourd'hui, le président de la République et tous les membres du gouvernement sont des Béninois. Ils vivent dans cette maison que vous caricaturez. Est-ce qu'on a besoin de faire un état de lieu dans une maison où on vit? Je dirais que c'est indispensable. C'est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut... il s'agit d'un régime. D'accord? Le régime Yahi n'est pas le régime Talon. Et chacun a sa manière de gouverner. Il y a ce qu'on appelle les principes de bonne gouvernance. Et ces principes, chacun vient avec. Et sur ce point précis, je crois que le gouvernement avait besoin d'une période d'observance, d'une période pour observer, pour voir comment faire les relances. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans ce secteur par le passé? Qu'est-ce que nous pouvons actuellement faire? Donc, il y a forcément cet état de lieu que le gouvernement a dû faire. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie cette période, je dirais, courte, et qui a permis à certains vous voulez plutôt dire cette période longue. Parce que vous savez très bien le nombre de femmes, le nombre de familles qui vivent en fait de ces prêts-là, de ces crédits aux plus pauvres. Mais le gouvernement est venu sans ménagement, à tout arrêté, et carrément, c'était franchement la désolation, c'était la détresse dans les familles qui ont l'habitude de bénéficier de ça. La détresse, je vais ajouter un élément, ce qui a fait croire aux populations que le gouvernement s'en foutait du social, c'est que les premiers conseils des ministres après la prise de fonction ont été, au cours de ces conseils des ministres, les relevés sont encore là, c'était en tout cas des entreprises ou des affaires en griffe qui appartenaient au candidat Patrice Talon, qui ont été en tout cas mis sous les projecteurs. Non, nous ne voyons pas les choses de ce C'est l'impression que les populations évidemment, avaient. Heureusement, c'est une impression. Heureusement, c'est une impression. Il le fait pour lui, pourquoi ne le fait pas pour les autres? Aujourd'hui, je crois que les bonnes dames sont en train d'oublier cette période, je dirais, courte. Moi, je parle de période courte. Aujourd'hui, en fait, on va maintenant vers le social. Parce que, je le dis et je le répète, on ne peut pas entreprendre sans prendre des dispositions qui s'imposent pour faire bien. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire bien, il y a des moments où vous êtes contraint, je dis bien contraint, de voir comment est-ce que l'autre le faisait. Est-ce que la manière de faire était la bonne? Est-ce que nous allons continuer à faire tel que cela se faisait par le passé? Alors aujourd'hui, quoi qu'on dise, le montant qui était alloué aux femmes est passé de 30 000 à 50 000. Et vous voyez que il y avait je ne dirais pas, je ne voudrais pas utiliser quelques expressions, hein, mais du copinage, de laisser aller. Mais à tel que la ministre a entrepris ce projet, vous allez voir que ça va porter. Ça va porter. Aujourd'hui, je crois que les bonnes dames plutôt applaudissent et ont oublié cette période latente, cette période aussi, je dirais, courte. Et c'est ça qui est important. En dehors de ce projet-là, de microcrédit aux plus pauvres. Oui, avant d'aller sur l'autre point, moi je voulais te demander, normalement, ce qui a été fait par le régime précédent devrait quand même faire objet d'une étude où on saura vraiment quel a été le comportement des bonnes dames. Est-ce que les remboursements se sont faits comme cela se doit avant d'enclencher? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été fait? C'est ce qui a été fait, évidemment. C'est ce que je dis, l'État, c'est ce qui a été fait. Beaucoup d'impayés. Il y a eu des milliards d'impayés. En fait, je ne veux pas remis encore le côté dans la plaie. Pour ça, il y a trop d'impayés. Est-ce que vous avez l'impression que des mesures ont été prises pour éviter ces impayés-là? Évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié toute cette période d'observation, avant maintenant d'enclencher le processus à nouveau. Parce que le gouvernement, c'est méconnaître un peu ce régime. Nous aurons ensemble, je ne suis pas le défenseur du régime, mais je suis un observateur. Je suis journaliste et j'observe. Et je constate que nous avons plutôt un régime qui veut faire les choses dans les règles de l'art, qui veut faire les choses avec, pas d'amateurisme, mais avec un peu de professionnalisme, pour que les choses aillent mieux. Et vous allez constater que sur ce domaine précis, ce projet précis, il n'y a rien à faire. Nous aurons
j'aurai un taux d'impayé à peine de 1%. Wow. Bien sûr. Vous êtes assez optimiste. Je suis hein? très optimiste Bon, parce que, ouais. vous savez, madame la ministre de la Famille, je dirais, est une dame qui est très méticuleuse. Et elle est assez... Quand vous avez vu son passé, surtout dans le régime précédent, elle est assez... Les finances, elle est assez rigoureuse. Et c'est cette même rigueur qu'elle veut apporter dans ce secteur. Mais le social, oui, mais dans les règles de l'art. Voilà. Il y a eu d'autres actions, d'autres mesures sociales. Vous qui avez travaillé un peu sur ces différentes actions, on va s'intéresser, entre autres, au lancement, à la reprise des cantines scolaires. On parle de 27 milliards de francs CFA. Le partenariat vient d'être signé avec le programme alimentaire mondial et ça va impacter environ 351 000 écoliers. Alors, voilà encore un projet MAUS qui vient un peu régler encore le volet social. Vous savez, les cantines scolaires existaient depuis, sous le régime Kérékou, et c'était apprécié de tous. Alors, en lançant ce projet, vous vous rendez compte que ça règle un problème, le problème de la faim. Parce que ça touche les couches les plus vulnérables, les couches les plus démunies. Et c'est un peu ça. Et moi, je suis dans la logique de ceux qui pensent qu'il faut patienter pour voir les grandes choses se réaliser sous ce régime. Et là, vous avez l'impression que tout se fera, dans les règles de l'art, parce que vous savez très bien, hein, c'est des poches dans lesquelles certains qui ont peut-être la chance de gérer piochent pour leur poche à eux et non pour la concrétisation. Et ils n'auront plus l'occasion de piocher et de mettre dans la poche. Et c'est tout ça qui a amené le gouvernement à prendre assez de mesures. Des mesures idoines. Quelles sont ces mesures-là, par exemple, pour vraiment, réussir à contrôler, parce que c'est ça le problème ici au Bénin. On ne contrôle pas. Ou chaque fois qu'on met quelqu'un quelque part, il organise un peu sa défense, comme on le dit, il organise un peu le cadre pour pouvoir détourner et finalement on se surprend à voir que les résultats ne sont pas. Est-ce que ici, on a l'impression que les garanties, les garde-fous ont vraiment été pris? Je crois que sous le régime Talon, on ne peut plus admettre la corruption à haute échelle comme on l'a observé sous le régime Yahi. L'impunité, c'est terminé. Vous avez eu un exemple tout récemment, je ne voudrais pas citer. Il y a un DG d'une société de la place qui a été sauté pour légèreté. Alors, donc vous voyez, aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus de raison. Ceux qu'on met à la place doivent pouvoir faire le travail comme cela se doit. Auquel cas, les conséquences sont là. Ouais. Vous faites aussi allusion à l'affaire Sonapra. Je ne veux pas évoquer ce dossier qui est un dossier aussi simple, aussi banal, mais beaucoup crie. Aujourd'hui, le chef de l'État a voulu liquider la société pour des raisons, parce qu'on a constaté qu'il y a eu de la légèreté également dans la gestion. Donc, quand vous prenez le coton, on a eu 451 000 tonnes. C'est un record. C'est un record. Et on est troisième aujourd'hui sur le plan africain, derrière la Côte d'Ivoire. C'est important de le dire. J'ai appris que les producteurs veulent même aller à près de 600 000 tonnes pour la prochaine campagne. Bien sûr, et je crois qu'ils sont dopés, galvanisés, et d'une manière ou d'une autre, ils ont du punch, parce que on les considère de plus, pas comme par le passé. Aujourd'hui, les producteurs sont associés à tout. Les producteurs sont associés et ils voient dans la marmite ce qui ne se faisait pas par le passé. Donc, je crois que aller à 600 000 tonnes, ce n'est pas impossible. Revenons au propos de notre débat ce matin. Et là, c'est les étudiants qui peuvent jubiler parce que ils auront désormais leur bourse par mois, la mensualisation des bourses aux étudiants.
Mais en principe, ça ne devrait pas faire gicler, ça ne devrait pas faire jubiler, parce que nous, en notre temps, à l'université, la bourse était mensuelle. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on dit aujourd'hui mensualisation et il faut que tout le monde applaudisse. Oui, tout le monde doit applaudir, les étudiants doivent applaudir. Vous savez, les conditions dans lesquelles les étudiants, en fait, les conditions dans lesquelles nous avons également étudié. Et un étudiant, c'est d'abord quelqu'un qui vient pour apprendre. Il n'a pas le temps d'entreprendre. Donc c'est quelqu'un qui apprend. Il passe tout son temps à apprendre. Vous prenez un étudiant qui est à Kolkondé, ou à Kérou, ou à Sapenko, qui est reçu à son bac, et qui vient à Cotonou, à Parakou, et qui veut étudier. Mais vous voulez attendre que ce soit à la fin de l'année qu'il puisse avoir les sous là pour faire quoi? Alors donc la mensualisation aujourd'hui... Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que ce soit à la fin de l'année plutôt que chaque mois? Parce que en notre temps, c'était mensuel. C'était tous les mois qu'on allait percevoir. Mais évidemment, vous savez, il y a eu ce chevauchement entre les années, l'année académique et l'année académique qui commence en octobre, qui finit en janvier ou en février. Et un autre commence en février pour finir, etc. Donc il y a le chevauchement des années et qui fait qu'aujourd'hui, les dossiers, les établissements ne convoient pas les dossiers à temps vers la DBSU pour la prise en compte. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit saluer le recteur Saint-Saint qui est en train de réguler et qui met vraiment les bouchées d'eau pour que les choses se passent correctement. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà en juillet, pratiquement les facultés ont fini les examens. Toutes les facultés ont fini les examens. En août, c'est les vacances universitaires. Et donc, je crois que s'il y a des rattrapages, cela se fera en septembre. Et en octobre, il y aura déjà la rentrée académique. Vous voyez, si c'est respecté, il n'y a rien à faire. La mensualisation serait une réalité. Et c'est à l'actif des étudiants qui pourront désormais souffler. Et elles utiliseront ces sous pour régler les problèmes d'achat de documents, de livres, de photocopies et de loyers. C'est important. En fait, ce n'est pas pour plaire à l'étudiant, mais c'est pour accompagner l'étudiant, pour faire en sorte que l'étudiant devienne une élite. Et c'est extrêmement important de le faire. Et c'est en cela que je salue le gouvernement, qui a vu juste. Parce qu'en le faisant, c'est une manière d'encadrer les étudiants, c'est une manière de les conscientiser, c'est une manière de les accompagner pour qu'enfin, on puisse avoir l'élite dont on parle. Parce que si aujourd'hui, les étudiants ne travaillent pas dans les conditions qu'il faut, mais dans 30 ans, dans 50 ans, nous aurons quel cadre? Alors donc je crois que c'est extrêmement important et c'est à saluer. Quelle analyse faites-vous de la cible qu'impactent ces différentes mesures? Non, c'est de la microfinance en passant par la mensualisation des bourses. Oui. Votre analyse de la cible, de façon globale, de toutes les mesures sociales prises par le gouvernement béninois. Mais c'est la couche juvénile. Certes, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a... et c'est ce qui est normal d'ailleurs. Vous pensez qu'il faut penser aussi aux vieux? Aux retraités, bien sûr, encore que le gouvernement a pensé aux retraités. Ah, donc, pas sur tous les plans. Par exemple, le monsieur qui a admis à faire valoir ses droits à la retraite, avant de toucher sa première pension, c'est la croix et la bannière. Avec l'âge, je crois que ce projet, cette situation est réglée. L'âge, l'assurance pour le renforcement du capital humain, un projet, je dirais, ambitieux, un projet dense qui prend en compte 4 secteurs, je dirais, social. La formation, extrêmement important. Et la formation pour qui? La formation pour les artisans. Je prends la couche. En fait, il s'agit de la couche la plus vulnérable, la plus démunie. Les artisans. Et d'ailleurs, la plus élargie. Quand vous prenez cette couche, elle a besoin d'être formée. Parce qu'il y a d'autres qui, véritablement,
ont eu cette formation sur le tas. Mais avec l'âge, on les considère, on les récupère, on leur accorde la formation qu'il faut et on met à leur disposition les ressources qu'il faut afin de s'auto-employer. C'est extrêmement important. Il y a, par exemple, l'assurance maladie. Je crois que c'est encore un volet important. Parce que vous savez, ce gouvernement, on aura l'occasion de faire le bilan à la fin du quinquennat. Parce que vous ne pouvez pas payer, vous êtes malade. Et parce que vous n'avez pas 10 000 francs, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. Mais quand vous le faites, mais vous tombez malade et vous mourrez. Alors que vous êtes un potentiel, vous êtes une ressource, vous êtes dans votre domaine, en réalité, une référence. Mais voilà, parce que vous n'avez pas 10 000 francs, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et vous mourrez. C'est une perte pour la nation, c'est une moins-value pour le pays et pour l'économie. C'est pour ça, en réalité, le gouvernement a vu juste de pouvoir élargir, et pas élargir, mais de systématiser en réalité l'assurance maladie. Et tout le monde aura l'assurance maladie. Systématiquement. Il y a un élément qui j'ai l'impression que ça échappe au gouvernement, à ceux-là qui ont fait les travaux ayant conduit à ces différentes réformes sociales. Il y a le secteur privé qui emploie des milliers de personnes. Oui. Mais à ce niveau, on ne constate pas cette main sociale-là du gouvernement. Il y a des employeurs qui ont des problèmes, qui vivent des pressions fiscales. Il y en a qui ont été obligés de licencier des employés. Et aussi la situation de façon globale de tous ceux-là qui travaillent dans le secteur privé. On a l'impression que ces différentes mesures sociales-là ne vont pas à l'endroit de ces gens-là. Bien sûr, c'est pris en compte. C'est pris en compte dans la mesure, quand je prends toujours l'assurance maladie, ça couvre tout le monde. Et le secteur privé, et le secteur public, ça couvre tout le monde. Et donc, vous qui êtes dans le secteur privé, il y a des conditionnalités que vous devez remplir juste pour accéder à cette... Et ce n'est pas la même conditionnalité pour ceux qui sont du secteur public. Vous voyez? Et c'est de la même chose. Quand je prends également l'assurance retraite, alors... Le gouvernement a pensé également aux retraités. Donc, même si vous allez à la retraite, vous êtes en mesure de bénéficier de cette assurance. Et l'autre volet qui me paraît important, donc on a débattu, c'est le microcrédit. Et c'est important. Les employeurs se plaignent que l'environnement des affaires n'est pas favorable. Voilà, ça c'est un problème aussi. S'il y a des employeurs, ceux-là qui contribuent au PIB ont des difficultés à exercer dans leur pays, cela aussi ça pose un problème. Non, parce qu'il faudrait qu'ils soient à l'aise pour que ceux-là qui travaillent sous ces personnes ils ont quel problème? Ils ont quel problème? Vous les écoutez, vous avez enquêté sur le terrain, vous les écoutez, vous les entendez. Le problème, ils ont des problèmes de rentabilité. Ils ont des problèmes de difficulté de subvenir à leurs charges vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des impôts, par exemple. Mais nous avons, il faut que les gens essayent d'analyser. Notre pays, le budget de notre pays est essentiellement fiscal. Essentiellement fiscal. Vous êtes employeur. Vous avez une entreprise. Vous avez une entreprise. Et alors, vous êtes dans le secteur privé. Vous, par exemple, vous êtes un exemple. C'est ce que j'ai dit. Jusqu'à présent, moi, je continue de payer. Est-ce que c'est facile pour vous de faire face à vos charges? Vous, dans votre entreprise? Dans mon secteur, je prends par exemple le secteur dans lequel je suis journaliste, je suis promoteur, je suis directeur de publication, je suis dans l'autre vision. Alors, il est vrai que par le passé, le chef de l'État a pris une décision, je crois en mai, pour suspendre les contrats de communication, de publicité, pratiquement à tout le monde. Et du coup, naturellement, ça a créé, d'accord, un déséquilibre dans la gestion, un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est parce que vous, en tenant compte d'abord de la masse, d'accord, des contrats que vous avez, vous êtes programmé sur une période, je dirais peut-être 1 an, etc. Alors systématiquement, on vient suspendre. Naturellement, ça a créé une situation de déséquilibre au niveau de la gestion de l'entreprise. Mais il faut prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi le gouvernement a fait ça.
Et nous avons compris pourquoi le gouvernement a fait Oui, ça. mais vous comprenez. Et à partir du moment où nous avons compris... Les charges sont là, les charges n'ont pas compris. Incompressibles, certes. Les charges sont incompressibles, puisqu'il y a ce qu'on appelle les charges variables qui sont là. Et il y a également les charges fixes. Les charges fixes, c'est ce que nous avons, le loyer, l'électricité, l'eau, le salaire, etc. Le salaire du personnel. Mais je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris de la hauteur et est en train de comprendre que la situation... Parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Par le passé, je fais partie de ceux qui, naturellement, on dit, est-ce que le gouvernement va continuer avec les cassures? Parce que, en dehors des entreprises qu'on pressure, il y a également les casses de l'autre côté. Mais d'ici 2 ans, mais on va sourire. Et ça, je le dis, je le martèle, il n'y a rien à faire. En tant que journaliste, oui. Mais je suis tellement convaincu. Je suis tellement convaincu que nous allons sourire, nous allons même éclater de rire. Qu'est-ce qui vous permet de Mais évidemment parce que nous avons un chef d'État qui est spécialisé dans le relèvement des défis. Spécialiste des défis. Relever un défi, c'est talent. Ah oui. Ah oui, c'est talent. C'est-à-dire ne pas le reconnaître comme tel, c'est être aveugle. Et donc, bien sûr, vous aurez l'occasion, on aura l'occasion on aura l'occasion. Et vous dites que c'est aveugle, que mais le reconnaître. Évidemment. On ne voit rien venir. Mais bon, par le passé, on nous a proposé de serrer les ceintures pendant 2 ans. Nous sommes en train d'aller au bout. Mais on n'a pas fini les 2 ans. On est encore à 6 mois. On n'a pas fini les 2 ans. À peine on a fait juste 1 an, 2 mois et on dit les femmes n'ont pas... Maintenant, les femmes ont. Selon vous, d'accord. Mais il en sera ainsi dans chaque secteur d'activité. Selon vous, Saturne Rompé, quels sont les autres secteurs sur lesquels le gouvernement doit encore actionner pour favoriser vraiment en tout cas faire profiter ces mesures sociales aux populations? Des secteurs qui ne sont pas encore explorés. Bon, je crois que chaque département travaille. Chaque département est en train de travailler pour impacter le volet social. Parce que le programme d'action du gouvernement est un programme assez vaste. Et il faut prendre du temps pour constater sa mise en œuvre, sa mise en application. Et quand vous prenez par exemple l'âge, des gens crient parce que ce n'est pas encore perceptible. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, vous savez que c'est un projet de près de 300 Est-ce que ça n'a pas milliards. suivi le sort du RAMU? Absolument pas du tout. Ça a été un slogan tout le temps, mais finalement... Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Ce qui bloque aujourd'hui l'âge, c'est le volet législatif. Non, absolument pas du tout. Pourquoi? Que moi, personnellement, non, absolument pas du tout. Moi, je le dis parce que je suis un observateur averti. Certes, je ne suis pas politicien, je suis un observateur. Absolument pas du tout. Je suis un observateur, je suis un journaliste, et j'observe, je vois. Et je dis, le gouvernement a pris une décision de suspendre les contrats de publicité. Mais je vous ai dit, nous allons constater ensemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Et vous aurez l'occasion. J'ai dit, on va sourire, on va rire. Et c'est la vérité. Mais entre-temps, le même gouvernement a pris certains organes et autres. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas pour ça que vous êtes plus optimiste? Vous n'êtes pas mieux, apparemment. Non, vous savez, pris parmi, ce n'est pas là le problème. Le gouvernement est dans une dynamique de composer avec tout le monde. Il n'y a pas à prendre quelqu'un. Il n'y a pas. Mais à partir du moment où, quand vous êtes journaliste, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Vous avez votre ligne éditoriale. Si votre ligne éditoriale, vous êtes de la mouvance, vous serez considéré comme un mouvancier. Si vous êtes de l'opposition, vous serez considéré comme un opposant. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a de la droite, vous êtes de la droite, vous êtes de la gauche. À votre sens, est clarifié. Mais le paysage est clarifié. Et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à gauche et à droite au même moment. Donc il y a ceux qui sont de la gauche et qu'il faut les respecter en tant que ceux de la gauche, et ceux de la droite, il faut aussi également les respecter. Et donc le gouvernement fait avec ceux qui sont prêts à l'accompagner. On va conclure. C'est un peu ça. Monsieur Saturne Rompé. Globalement. Je crois que donnons du temps au temps.
donnant le temps à ce régime, permettons d'observer, certes, mais d'être assez éveillé. Et j'ai regardé un peu les membres de ce gouvernement. Je crois que le chef de l'État a bien fait de mettre à la place qu'il faut des hommes qu'il faut. Merci à vous. Et par conséquent, il n'y a rien à faire. Soyons optimistes et nous verrons que Talon était là pour construire et non pour détruire. Merci. Optimiste, vous l'êtes. Saturnin Roupet, directeur de publication du journal L'Autre Vision. Vous êtes journaliste d'investigation, vous l'avez clamé, et sur ce débat, et vous êtes même allé au contact des populations avec qui vous avez échangé. Vous avez pu noter un peu leur joie, leur satisfaction de participer ou de bénéficier de ces microcrédits aux plus pauvres. Quant à l'Arche, eh bien, vous êtes très sûr de ce que les objectifs seront atteints, mais d'autres pans, d'autres secteurs se devront d'être impactés par ce social. Vous en avez parlé aussi. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir. Prions que ces actions sociales se multiplient et pourquoi pas atteignent le dernier béninois, dans le dernier hameau de ce petit Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Prenez rendez-vous pour la rediffusion de ce numéro de Fait croisé qui abordait le thème quand le gouvernement enclenche le social sur Diaspora FM ce jour à 14h. Et sur Eden Télévision à 13h30.